Bonsoir, c'est bon. Nous avons Monsieur le maire qui vient d'arriver. Nous allons pouvoir commencer cette séance publique du conseil de quartier Citroën Boussicot. Le temps que tout le monde s'installe, et je vais en profiter. Donc, je vous ai déjà dit, je présente les excuses de la présidente du conseil de quartier qui est malheureusement retenue pour des questions de santé. Je remercie tous les conseillers de quartier qui ont pu venir ce soir et participer parce que c'est extrêmement important que vous soyez présents et actifs, et on apprécie énormément votre dynamisme dans ce conseil de quartier. Et pour vous rappeler, donc la réunion est filmée, elle est retransmise sur le site de la mairie du 15e arrondissement à partir du lendemain, si jamais vous voulez la regarder en différé ou si vous avez manqué une partie qui vous intéresse. Et pour refaire juste un petit point rapide, nous avons 3 sujets à l'ordre du jour. Premier sujet concerne les travaux du Grand Canal et du parc Citroën dans son ensemble, avec Fabien Berroir de la division du 15e arrondissement du service d'exploitation des jardins, donc la direction qui dépend de la direction des espaces verts et de l'environnement. On aura une présentation sur l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le quartier, et enfin un point sur le budget participatif. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose en entrée. Non, juste un mot pour me réjouir du travail qui a été fait par la direction des espaces verts sous l'autorité de M. Berroir notamment, concernant la rénovation du Grand Canal. C'est un projet que je suis depuis ses origines, évidemment. Lorsque nous avons inauguré ce parc avec Jacques Chirac, ça remonte à quelques années, je n'étais pas maire d'ailleurs à l'époque, mais c'était un parc dont on savait que le fonctionnement allait être complexe. C'est un parc d'une nouvelle génération, enfin très différent par exemple du parc Brassens, avec beaucoup d'équipements qu'il faut faire fonctionner et qu'il faut entretenir. Tout ça n'a pas forcément été fait dans de bonnes conditions, parce que c'était peut-être un peu trop compliqué, et notamment pour ce qui concerne le Grand Canal et ses fontaines. Donc tout ceci a périclité, et je me souviens, dès que j'ai été élu maire, ça remonte à un certain nombre d'années, déjà en 2008, avoir évoqué ce sujet avec Bertrand Delanoë, de façon à ce qu'on puisse restaurer de façon générale, d'ailleurs, le parc Citroën, qui est un beau parc, mais qui a eu des difficultés au niveau de son fonctionnement. Donc ce Grand Canal, ce projet, nous le chérissons, si je puis dire, depuis longtemps. Là, c'est un projet différent de celui d'origine qui va vous être présenté, dans la mesure où il n'a pas été possible de reconstituer à l'identique, pour des raisons techniques d'ailleurs, matérielles, peut-être budgétaires aussi, le Grand Canal d'origine, mais finalement un Grand Canal qui correspond peut-être plus aussi au goût du jour, par rapport au développement de la nature que nous souhaitons, bien sûr. Donc tout ceci va dans le cadre de la revitalisation, de la requalification, de la réhabilitation du parc Citroën, où il y a eu un certain nombre de choses de faites. D'ailleurs, peut-être que vous en direz un mot de façon générale au-delà du Grand Canal. Je vais surtout me concentrer sur le Grand Canal. Oui, mais vous direz comme un mot de ce qui est fait dans le parc Citroën. Je pense que ça intéresse tout le monde, pour vous dire que le parc connaît beaucoup d'évolutions. Voilà. Donc maintenant, j'en dirai pas plus, mais je passe la parole donc à la présidente qui va la repasser, la chef du service de Monsieur Berroir, vous avez la parole. Bonjour à tous, donc Fabien Berroir, donc comme l'a dit Monsieur le maire, je suis le responsable des espaces verts du 15e arrondissement, donc en charge de l'exploitation de tous les espaces verts de notre arrondissement, qu'ils soient ouverts sur la voie publique ou fermés comme le parc Citroën. Donc aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur la réhabilitation du Grand Canal, qui est un projet qui a été lancé il y a très longtemps, puisque le Grand Canal est à l'arrêt depuis maintenant de trop nombreuses années. Donc quand même un petit focus sur le parc Citroën, pour rappeler que c'est un des grands parcs parisiens, le plus grand qui a été construit à Paris depuis le Second Empire. Il a été inauguré en 1992 et il fait plus de 14 hectares. C'est un des rares parcs parisiens qui est ouvert sur la Seine. Comme tous les autres grands parcs de la rive gauche, il est organisé autour d'un grand vide central qui est symbolisé ici par la grande pelouse entourée par une fontaine que l'on appelle la lisière, qui s'apparente à un canal qui entoure cette grande pelouse. Et l'ensemble des autres parties du parc sont articulées autour de ce grand vide central, sous forme d'axes hiérarchisés, comme le présentait Monsieur Viguier, un des concepteurs de ce parc.
Donc il y a le Grand Canal d'une part, dont on va parler de la réhabilitation, et la diagonale piétonne qui coupe le parc en deux, et de l'autre côté, les jardins sériels et les nymphées. Donc le Grand Canal est un élément qui s'est voulu fortement structurant du parc par ses concepteurs, et en particulier par le paysagiste Alain Provost, qui en est le concepteur. Le parc est un lien entre la ville et la nature. La ville le pénètre et il pénètre la ville. Là encore, un des autres concepteurs. Il y a beaucoup d'architectes et de paysagistes qui ont travaillé ensemble pour réaliser ce projet. Dans ce symbole, les grandes serres sont la ville et la Seine est la nature. Et le Grand Canal est un lien entre ces deux espaces. Pour essayer de respecter au maximum l'œuvre des concepteurs, on a essayé de conserver cette symbolique en liant nature et partie plus architecturée, avec notamment la conservation de quelques grands jets dans le bout du canal le plus proche de la Seine. Donc, comme vous le savez tous, le Grand Canal est une fontaine qui a été à l'arrêt très rapidement après sa conception, malgré énormément d'efforts pour le maintenir. En fait, le gros problème qui en a causé la perte, c'est la non-protection de l'étanchéité, qui s'est très rapidement trouée, qui s'est usée avec l'effet des rayons du soleil, le plastique ayant horreur des UV. Voilà. En mai 2021, après la nomination d'un maître d'œuvre pour commencer à réfléchir sur quelles solutions seraient possibles pour réhabiliter ce grand canal, 3 solutions bien différentes ont été proposées par le maître d'œuvre à Christophe Najdowski, donc le responsable, l'élu en charge des espaces verts de la ville de Paris, et Philippe Goujon, ici présent, donc le maire du 15e. Donc une première solution visait à rendre un aspect très similaire au Grand Canal en évitant de reconstituer les erreurs du passé. Une deuxième solution cherchait à végétaliser un petit peu plus le bassin en implantant des radeaux végétalisés tout le long du canal. Et enfin, une troisième solution visait à entièrement le végétaliser, avec toujours une conservation de l'eau et une succession de mares, mais avec des mouvements d'eau quand même beaucoup moins présents qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc la décision collégiale qui a été prise a été de faire une solution mixte entre ces 3 propositions, d'avoir un lien entre la partie fontaine historique qui se trouvera le plus proche de la Seine et la partie la plus favorable à la biodiversité qui se trouvera du côté des grandes serres. Donc voilà une vue projetée du côté de cette partie la plus végétalisée. Alors je ne sais pas si je peux vous montrer avec la souris. Voilà. On est sur cette partie-là, avec une passerelle qui enjambera les mares successives et une végétalisation donc très importante. Les 3 mares de cette partie-là étant reliées par des petits rues avec de l'eau courante, donc qui se dirigent vers le bassin central entouré par la passerelle. À l'opposé de cette partie végétalisée se trouvent donc les parties en jet qui se trouvent ici, et on retrouve un bassin assez similaire aux 2 premiers et une partie ici que vous voyez avec des radeaux végétalisés, donc qui fait le lien avec la partie très fontaine ornementale, très fontaine historique, qui rappelle vraiment, qui a pour but, en tout cas, pour l'instant ça ne rappelle pas encore tout à fait, mais ça ne va pas tarder, à rappeler la fontaine qu'était le Grand Canal à l'origine. Donc un petit point sur le calendrier de ce gros projet. Donc les premières études ont été réalisées par le maître d'œuvre OGI en 2020. Donc le choix du projet, je viens d'en parler, ça a été finalisé en juin 2021. Il y a eu pas mal de discussions à ce moment-là avec le maître d'œuvre pour faire accepter le projet. Donc l'avant-projet n'a pu être finalisé qu'en février 2022 et le projet qui permet de lancer effectivement le marché de travaux en tout début 2023 pour un marché finalement notifié en août 2023 avec pour objectif de livrer le bassin en réalité les bassins
pour les Jeux Olympiques. Donc une fin de travaux qui reste prévue à ce jour le 26 juin 2024 avec une levée des réserves, donc encore une fermeture au public du site jusqu'au 12 juillet et donc une ouverture définitive, on l'espère, du site le 12 juillet. Donc je vais vous parler un petit peu plus précisément de la manière dont on a organisé les travaux et de l'impact que ça a eu forcément sur l'usage du parc. Donc on a défini 2 zones de livraison à chaque bout du parc, parce que c'est vrai que cette allée qui longe le Grand Canal est assez étroite et donc très difficile à circuler avec des engins lourds. Et mine de rien, il y a quand même, pour réaliser le projet que je vous ai présenté au départ, pas mal de mouvements de matériaux et de matériel à réaliser pour aboutir au résultat dans le temps imparti. Donc il y a une zone de livraison qui se trouve en bas du parc avec un accès directement par les quais de Seine, et une autre livraison qui sera plus secondaire, qui nous a notamment permis, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui habitent dans le coin, de livrer les éléments de la passerelle. Donc voilà, il y a eu un petit peu de matériel et de matériaux qui sont arrivés par là. Donc après, le grand principe des travaux, c'est de partir de la partie la plus proche des grandes serres et d'avancer au fur et à mesure pour finir par réaliser la partie avec les grands jets de ce côté-là. Donc si je vous remets le plan au-dessus, donc on part de cette zone-là, du bassin qu'on va appeler le bassin 1, puis bassin 2, bassin 3, bassin 4 et le bassin 5 qui est constitué, parce que là il n'y a pas de séparation en fait réelle entre la partie îlot végétalisé et la partie fontaine ornementale. C'est le même ensemble hydraulique. Et donc voilà, les travaux se déroulent depuis cette zone-là, qui est quasiment finie à l'heure actuelle, jusqu'à cette zone-là, qui reste encore avec pas mal de travaux à réaliser. Donc globalement, pour chacun des bassins, l'organisation est assez similaire, avec une première phase de terrassement. Ensuite, forcément, dans le terrassement, on inclut l'évacuation des matériaux, etc. Le passage des matériaux qui doivent l'être, bien sûr. Le passage des réseaux qui seront enterrés ensuite. On vient ensuite remblayer et mettre en forme les bassins pour qu'ils commencent à trouver leur forme définitive. Puis vient se mettre l'étanchéité, que cette fois on va protéger du coup pour éviter qu'elle se perce et que du coup le bassin se retrouve à l'arrêt trop rapidement. Normalement, avec des solutions comme ça, les bassins sont supposés durer une 50aine d'années avant de rencontrer de gros problèmes qui nécessitent des travaux d'ampleur tels que celle-là. Une fois que l'étanchéité est protégée, on amène la terre. Donc il y a déjà des zones où la terre a été amenée et il en reste un petit peu qui sera amené à partir de la semaine prochaine. Et enfin, on fait les travaux de finition, un petit peu comme on peut le faire dans les réhabilitations de logements, avec du coup les plantations et les aménagements paysagers qui donneront la forme définitive au bassin. En parallèle de tout ça, la fontainerie se met en place dans le local de fontainerie, et c'est un peu la pièce des machines depuis où se passe toute la programmation, notamment des jets, mais aussi de la filtration et des différents mouvements d'eau qui se trouvent dans chacun des 5 bassins. Donc je vous ai un peu illustré chacune de ces phases qui pour la plupart sont bien avancées. Donc les terrassements sont aujourd'hui entièrement terminés. Au total, environ 1200 m3 ont été terrassés, dont 800 étaient de qualité non réexploitable et donc ont dû être évacués en décharge spécialisée. Ensuite, les réseaux ont été passés. Donc pour alimenter une fontaine, il faut bien sûr de l'eau, mais aussi de l'électricité. Et puis, il faut la vidanger. Donc il y a aussi des évacuations d'eau qui sont nécessaires. Vous voyez ici, ça nécessite des diamètres conséquents, les volumes d'eau étant assez importants. Et donc pas mal de linéaires de canalisation, de câbles, etc. Troisième phase, on a importé du coup de la grave qui permet, une fois qu'elle est compactée, de correctement modeler le paysage. Donc ici, on se trouve avec le bassin numéro 4, qui est le dernier, le plus grand des bassins végétalisés,
Et au fond se trouveront les jets qui rappelleront donc le grand canal initial. Là, c'est une photo de ce matin avec du coup l'étanchéité du bassin 5 qui est en cours de finalisation. Normalement, alors on avait un petit problème d'eau, mais normalement, durant tout le week-end, le bassin doit être rempli jusqu'à la partie ici où il y a une petite rupture de pente. Donc à partir de cette zone-là, là où vous voyez la souris, le bassin sera végétalisé par des radeaux flottants. Et donc normalement, cette zone doit être testée en étanchéité au cours du week-end. Il faut en gros 48 heures de remplissage pour s'assurer que l'étanchéité a été correctement posée, qu'il n'y a pas de fuite et que donc du coup on peut passer à l'étape suivante qui est la protection. Donc la protection, justement, ici on se trouve sur le bassin numéro 1, donc le tout premier qui a été réalisé. Donc la protection est réalisée avec un matériau qu'on appelle le Tiltex. Donc c'est un matériau en béton fibré. Il y a de la laine minérale qui se trouve à l'intérieur, prise en compactage avec du ciment. Et quand on vient, donc c'est souple au moment de la pose. Et quand on vient l'humidifier, ça se solidifie et ça permet de protéger efficacement l'étanchéité. Vous voyez ici des petits évents qui resteront mais qui seront camouflés par la végétation, qui permettent à l'étanchéité d'évacuer les surplus d'air qui pourraient se trouver coincés sous l'étanchéité. Ensuite, alors la livraison de terre, je ne voulais pas développer parce que déjà, comme je vous le disais, la plupart de la livraison s'effectuera la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Donc je passe directement à la phase de finition pour vous montrer la zone qui s'approche le plus de la finition. Il y a encore pas mal de travail à faire. Mais donc voilà, il y a des arbres de petit développement qui ont déjà été plantés. Donc au total, il y aura une 60aine d'arbres de cette nature. Donc là, ils sont très jeunes, ils vont bien sûr pousser. Mais c'est des arbres qui ne dépasseront pas les 3-4 mètres de haut. Au total, donc, ce projet végétalisera environ 1500 mètres carrés sur les à peu près 3000-3500 mètres carrés que compte le canal. Seront plantés environ 600 arbustes et 2000 plantes aquatiques et 2000 vivaces qui viendront faire la jonction entre tous ces espaces. Donc là, je vous ai montré qu'on avait attaqué la végétalisation, mais il reste quand même beaucoup de végétaux encore à implanter pour finaliser le projet. Et là, on est donc sous la surface de la Terre, dans la salle des machines, avec ici 3 filtres à sable qui permettront d'assurer la filtration de la partie radeau planté et jet d'eau. Et donc c'est ici aussi que se trouveront l'ensemble des pompes non pardon, pas les pompes, mais les pompes de filtration et les pompes qui permettront d'assurer les jets seront pilotées d'ici, mais se trouveront directement immergés dans ce qu'on appelle les fosses des jets. Là, vous voyez ici une photo aérienne prise également ce matin depuis le ballon Citroën. Pour vous montrer un peu l'état d'avancement actuel qui, mine de rien, nous permet déjà de reconnaître le projet tel qu'on espère qu'il sera, mais au moins dans les formes des bassins et dans les proportions, on voit quand même qu'on se rapproche du réel. On voit que la passerelle est terminée. Elle a été posée cette semaine en grande partie et ça avait commencé la semaine passée. Et voilà. Et ailleurs dans le parc, alors on a réalisé ces dernières années pas mal de travaux. Pour ceux qui viennent régulièrement aux réunions de conseil de quartier, je vous ai présenté pas mal des travaux qu'on a pu réaliser ces dernières années avec pas mal de rénovations de sol, la rénovation des fontaines sérielles en 2019-2020 et la rénovation d'MS1, la mise en place d'Agret Fitness, etc. Et là, je vous présente ce qui va faire le lien, je pense, avec la présentation d'après. Donc la décoration florale spéciale Jeux Olympiques que les équipes du parc ont entièrement réalisée en régie, donc notamment une deuxième tour Eiffel avec une flamme qui tourne au sommet de cette tour Eiffel et des anneaux qui vont se colorer aux couleurs olympiques, donc le bleu ici, le jaune, le vert, le rouge et le noir.
Alors le noir, normalement, là pour l'instant on voit encore beaucoup le mulch, mais il va noircir, m'ont assuré mes équipes, très rapidement. L'idée de faire cette décoration florale à cet endroit-là, c'était que le marathon olympique passe très proche, dans le tunnel qui passe, le tunnel des Cévennes, je crois qu'il s'appelle. Voilà. Et donc du coup, on a imaginé qu'il y aurait probablement des images aériennes un peu sur ce qu'on peut, de la même manière qu'on peut voir lors du Tour de France ou lors d'épreuves sportives de ce type. Et donc au moment où les coureurs passeront dans le tunnel des Cévennes, ils pourront, enfin les téléspectateurs du monde entier pourront, on l'espère, voir cette décoration florale qu'on espère continuer de se développer positivement. Voilà, merci de votre attention. J'espère que le projet vous plaît. Déjà, je pense que ce sera mieux que ce que c'était depuis une vingtaine d'années. Mais voilà, si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Ça mérite en effet des applaudissements. On voit bien avec la présentation que vous nous avez faite du calendrier que c'est un travail de longue haleine d'arriver à aboutir sur la déclinaison concrète d'un projet qui a pris du temps à mûrir, avec beaucoup d'itérations aussi, pour que ce soit un projet qui convienne et qui soit viable dans le temps. Donc c'est aussi ce qu'on souhaite, qu'il puisse s'ancrer dans la durée et qu'il s'entretienne bien et qu'il continue à garder, à développer la qualité que le parc Citroën a. Et ça, c'est un très bel exemple de ce que savent faire quand même les jardiniers au parc Citroën. Justement, j'ai oublié d'en parler au moment de la plantation. Ça a été une de nos volontés de confier aux équipes de jardiniers la plantation de l'ensemble des végétaux pour que justement ils s'approprient déjà le Grand Canal, qu'ils soient partie prenante. C'est eux également qui vont déplacer les enrochements qui vont venir donner l'impression que ce Grand Canal est finalement l'œuvre de la nature et pas de l'homme. Donc du coup, avec pour objectif justement qu'ils s'impliquent au maximum. Et puis sur l'atelier du parc Citroën, c'est vraiment une équipe ultra motrice et très très motivée, comme on peut le voir sur l'initiative qu'ils ont prise de faire cette décoration florale. Donc du coup, voilà, en les impliquant au maximum, on espère faire durer au maximum le Grand Canal pour qu'on reproduise pas les erreurs du passé. Est-ce qu'on a des questions parmi les membres du conseil de quartier en priorité, mais après, si personne... Ah, Madame Levieux, vous avez un micro juste... Oui, voilà, celui-là par exemple. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très complète. Alors, le projet est très impressionnant, je trouve, et c'est magnifique, mais ça me semble assez complexe à entretenir, avec des radeaux végétalisés, 2000 plantes aquatiques. Est-ce que l'équipe des jardiniers saura s'occuper de ce genre de choses un peu complexes et, je sais pas, et pas évidentes? Ça va aller changer beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup d'eau, de plantes, de choses comme ça, est-ce qu'ils vont pouvoir ou savoir faire ça? Alors oui, j'espère. En tout cas, ils vont apprendre au fur et à mesure à le faire. Comme je disais, c'est eux qui vont tout planter, donc qui déjà ont choisi les végétaux en fonction de leurs caractéristiques. C'est quand même des spécialistes des végétaux. Donc non, je suis pas très inquiet. On a réalisé, pour ceux qui connaissent le parc Georges Brassens, la végétalisation du bassin Brassens. Il y a maintenant, ça a dû se faire en 2020-2021, la végétalisation. Et donc on apprend aussi de plus en plus à entretenir ces espaces aquatiques et semi-aquatiques. Donc non, je ne suis pas très inquiet sur l'entretien, d'autant plus que le canal sera amené à évoluer au fil du temps avec les plantes qui s'implantent moins bien, qui ne seront plus retenues, plus replantées, et de nouvelles plantes qui seront testées probablement chaque année. Deuxième question. Avec ce type de plantation et de canal, vous avez de la faune qui est prévue ou pas? Alors la faune, elle va venir toute seule. Oui, normalement, elle vient seule. C'est des poissons, c'est des grenouilles, c'est tout ça. Est-ce que vous avez prévu de les laisser s'installer ou pas? Oui, l'objectif, c'est justement de faire un espace favorable le plus possible à la biodiversité, donc avec un écosystème qui va s'installer finalement dans le bassin. Et plus l'écosystème sera autonome, plus ce sera viable et
Et l'objectif est d'avoir des interventions humaines juste pour limiter un peu le développement de certains arbustes, éviter qu'une espèce prenne trop le dessus par rapport à d'autres d'un point de vue végétal. Et puis après, voilà, encore une fois, on a le retour d'expérience sur Brassens, où très rapidement, on se retrouve avec énormément de vie aquatique, beaucoup de poules d'eau, beaucoup pour les espèces les plus grosses, et puis énormément d'insectes divers et variés qui viennent vivre à cet endroit-là. Donc, rassurez-vous, les surmulots seront là aussi. Justement, très peu de surmulots sur le parc Brassens. Donc, on en a un petit peu plus sur le parc Citroën, donc, mais plus sur le Jardin Noir. Donc, je suis pas sûr que ce soit ces espaces aquatiques qui attirent le plus les surmulots. Les surmulots. Les surmulots. Aratus norvegicus. Le ragondin. D'accord. Il a été baptisé. Non, ma question, c'est il n'y a pas de traitement chimique. J'ai vu qu'il y avait une filtration, mais uniquement à sable, mais aucune chimie uniquement dans une le filtration traitement des eaux. mécanique. Uniquement une filtration mécanique. Effectivement, une filtration à sable. Alors probablement, les premières années, un petit peu comme c'est le cas sur Brassens, mais de moins en moins, il y aura des développements d'algues qui devront être retirés le temps que l'écosystème justement se mette en place et que les différents paramètres chimiques de l'eau se régulent et permettent le développement le plus correct possible des végétaux. Oui, merci. En fait, je voulais savoir juste quel est le budget de ce projet de renouvellement et quel est le budget de maintenance, enfin l'exploitation annuelle avec cette forme de projet. Alors le budget d'investissement a été de 3 millions d'euros au TTC. Et le budget de fonctionnement est estimé entre 20 et 30 000 euros TTC. Par an, bien sûr. Hors donc régie, parce que la plupart des interventions seront réalisées par les jardiniers du parc, donc qui entretiendront cet espace comme ils le faisaient auparavant. Sachant que ça avait été aussi un des points pris en considération justement dans le choix du projet par rapport à l'entretien qui était nécessaire selon le type de format retenu entre le projet qui était le plus identique au bassin initial, mais qui était aussi beaucoup plus coûteux en entretien. Donc là, on a une solution qui normalement est plus viable sur ce plan-là. Alors vous avez un micro, est-ce que... Oui, bonsoir. Je voulais rebondir justement sur cette notion de faune liée à l'installation et notamment au niveau de l'espace aquatique. Comme vous savez peut-être, on a la chance d'avoir certaines espèces qui se reproduisent dans le parc, notamment les canards qui chaque année donnent des portées. Et très récemment, en fait, je me suis aperçu que la plupart des bébés canetons, en questionnant les équipes du parc, disparaissent malheureusement à cause des prédateurs qui sont là, des prédateurs, bon, c'est pas les plus terribles prédateurs, mais il s'agit des cornouailles qui sont très à l'affût pour les attraper. Apparemment, certaines portées ont complètement été décimées. Et je me posais la question, si vous prévoyez des installations, notamment là sur cet espace de Grand Canal, pour peut-être leur permettre d'avoir un habitat qui puisse les mettre un peu à l'abri. Ça, c'était ma première question, et je rebondis sur une deuxième question par rapport à ce que vous prévoyez pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vous savez à quel point ça va être un impact pour les usagers du parc là, pendant cette période? Est-ce que j'imagine qu'il va y avoir des restrictions de fréquentation sur la période? Je ne sais pas si vous êtes informé de ça, si vous avez déjà des infos. Voilà, je vous remercie. Alors pour les canards, effectivement, actuellement, ils ont relativement peu d'abris, mais bon, ils sont quand même très présents sur le parc. Heureusement que l'ensemble des jeunes qui éclosent ne vont pas à l'âge adulte, parce que sinon on serait envahi de canards.
Il y en a déjà énormément sur le parc. La constitution d'un habitat plus ou moins naturel leur permettra d'avoir des abris naturels avec des caches possibles au niveau des arbustes, au niveau de toute la végétation qu'on implante. Donc je pense que de ce point de vue-là, les jeunes seront un petit peu plus protégés qu'ils ne le sont actuellement. D'ailleurs, je reprends toujours mon exemple de Brassens parce que c'est vraiment l'exemple local qu'on a eu. Des poules d'eau sont arrivées et se sont énormément plues. Et je pense que la poule d'eau a besoin d'une protection plus grande pour arriver à se développer. Et du coup, ce type d'aménagement leur offre. Est-ce que ça serait un coût très important de créer, je ne sais pas, excusez-moi, est-ce que ça serait un coût très important de penser à créer, je ne sais pas, une petite hutte, un petit truc pour ces espèces-là qui puissent évoluer quand même en sérénité? Parce que je trouve, moi personnellement, je ne sais pas quels sont les points de vue, mais que c'est dommage que ces portées n'arrivent pas à quand même éclore, sachant que parfois ce sont des espèces migratoires, donc elles ne vont pas forcément être sédentaires sur le parc. Alors, il faudrait faire une étude de la population des canards de Citroën, mais je pense qu'il y en a quand même une bonne partie qui s'est sédentarisée. Et comme je vous le disais, alors effectivement, on peut mettre des petites huttes, mais là, ça aurait été plus nécessaire avant que ce grand canal ne se réaménage, parce que pour l'instant, justement, il y avait assez peu d'abris proches de l'eau, proches de la grande lisière qui entoure la pelouse. Maintenant, la végétation leur offrira ces cachettes sans avoir besoin d'implanter de nouvelles petites huttes ou des choses comme ça. Et après, sur la question des Jeux Olympiques, a priori, alors peut-être qu'il y aura plus de détails sur la présentation qui suivra, mais a priori, je ne pense pas qu'il y aura de restriction de fréquentation du parc pendant la période des Jeux Olympiques. Peut-être des fermetures de certaines zones au moment de certaines portes au moment de la cérémonie d'ouverture, voilà, qui sera probablement la plus impactante du quartier. Tout à fait. On pourra revenir sur les cartes tout à l'heure pour les Jeux Olympiques. Monsieur Darsonville. Oui, il y a également quelques autres sujets sur le parc Citroën. Il y a des bassins qui sont vides d'eau, il y a toutes les histoires de parements et de pavés qui sont abîmés, et puis la question des serres, où en êtes-vous dans les travaux des serres? La première commence à être rouverte 2 matinées par semaine, ce qui n'est pas beaucoup, et la deuxième, quel est son avenir? Alors la deuxième, qui est celle qui est vide de végétation, est une serre qui est destinée à l'événementiel. Donc elle est utilisée régulièrement pour des événements particuliers. C'est ce qu'on appelle un site de prestige de la ville de Paris. Donc c'est une source de recettes pour la ville de Paris. Elle n'est pas destinée à être ouverte de manière permanente au public. La serre australe l'est plus. Donc on teste effectivement depuis le début de l'année, je crois, l'ouverture au public régulière. C'est quelque chose qui fonctionne bien, donc on va essayer de développer ça. Voilà. Je pense que c'est une serre qui est belle, qui est agréable à visiter. Donc vraiment, l'objectif, c'est de l'ouvrir au maximum au public pour que le public puisse en profiter, bien sûr. Et du coup, votre autre question... Les bassins. Ah oui, comme je vous l'ai dit, le coût de rénovation des bassins est extrêmement coûteux. On l'a vu avec les coûts que je vous ai annoncés. Donc forcément, on ne peut pas tout faire d'un coup. Depuis ces dernières années, on a déjà rénové les fontaines sérielles, les fontaines, le Grand Canal maintenant. On espère pouvoir avancer sur l'ensemble des fontaines rapidement. Tout est une question de budget et de priorisation. Les sujets sont vastes dans les parcs et jardins du 15e, mais également, je pense, dans tout le 15e. Donc après, c'est des choix. Je pense qu'il y aura un petit sujet sur le budget participatif aussi prochainement, peut-être au cours de cette réunion. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de voter pour différents projets, de proposer différents projets. Voilà. Alors, dans la salle... Plus proche. D'accord. Ah, ça y est, pardon.
Oui, ma question, en fait, c'était 2 questions très pratiques. Est-ce qu'après les Jeux Olympiques, on peut peut-être envisager un plan d'eau réservé aux enfants avec les petits bateaux? Un petit peu comme ce qu'il y a, vous savez, au Luxembourg, pas aussi grand, mais il n'y a pas beaucoup de plans d'eau dans le 15e. Je ne sais pas si à Brassens, on peut le faire. Non, je ne crois pas. Saint-Lambert non plus. Donc, est-ce que c'est envisageable de réserver un petit coin où les enfants pourraient jouer, vous savez, avec les petits bateaux que tout le monde connaît? Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, toujours aussi pratique, est-ce qu'il y a un endroit où il y aurait une buvette, où on pourrait acheter le goûter des enfants ou se mettre quelque part? Est-ce que... La buvette a ouvert. Non, excusez-moi de répondre là-dessus, mais comme vous le savez, il y a une buvette qui a été rajoutée à ce parc il y a quelques années, qui me paraît d'ailleurs trop importante et qui a trop obéré la surface végétale du parc, mais enfin bon, juste en face de l'hôpital Pompidou, vous voyez. Cette buvette a été fermée parce que le concessionnaire a finalement décidé de partir, quoi. Donc nous nous sommes posé la question de savoir si on allait réouvrir cette buvette ou en faire autre chose. Finalement, avec la ville de Paris, on a pris la décision de reproposer cet établissement comme buvette. Il y a un opérateur qui a soumissionné, qui a été retenu, et cette buvette est réouverte dans de bien meilleures conditions, d'ailleurs, je le dis au passage, qu'avec le concessionnaire précédent, depuis quelques semaines, quelques mois. Donc elle est très bien tenue, d'ailleurs, j'y suis allé 1 ou 2 fois pour voir comment ça se passait. Et donc, il y a des activités nouvelles et une buvette qui marche beaucoup mieux. Enfin, j'espère que ça pourra se maintenir. Donc ça, la buvette, c'est réglé. Et elle se trouve où exactement, vous dites? En face de l'hôpital Pompidou. D'accord. En face de l'entrée de l'hôpital. Juste à côté du Mais ça fait des années qu'elle existe. Hein. D'accord. Ah oui, elle n'est pas dans le parc. Si, juste à côté du Grand Canal. Si, elle est dans le parc. Là où il y a les jeux pour enfants, à côté du Grand Canal. D'accord, oui, ça y est, je vois. Oui, okay. Ah oui, effectivement, de l'autre côté. Merci. Et donc, pour les petits bateaux Et donc pour les petits bateaux, je pense qu'il faut au Luxembourg, alors je connais mal le Luxembourg, j'en ai que des souvenirs d'enfants, mais je pense que c'est un concessionnaire qui gère ces bateaux, et donc il faudrait du coup que l'on travaille avec la direction de l'attractivité et de l'emploi pour étudier l'opportunité et la possibilité d'avoir un concessionnaire sur le parc Citroën. Qui est, même si c'est, je pense, le parc du 15e qui est le plus à rayonnement parisien, là où il y a le plus de touristes qui viennent, je ne suis pas sûr qu'un concessionnaire il trouverait le même public et la même source de revenus que ça peut être le cas sur le parc du Luxembourg. Non, parce que madame reprend une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps dans un compte-rendu de mandat par un spécialiste, si je peux dire, qui souhaitait pouvoir faire naviguer ses bateaux sur un bassin. Effectivement, il y a celui du Luxembourg, mais aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. Alors, je ne veux pas vous faire de promesses inconsidérées. Là, le réaménagement du parc Citroën engage des crédits assez considérables. Et puis, il y en a encore d'autres, comme vous l'avez dit, sur un certain nombre de parements, etc., qui sont à refaire. Donc, les crédits n'iront pas pour la réalisation d'un bassin, d'autant plus qu'il y a quand même le projet tel qu'il a été adopté, voté par la ville de Paris avec les concepteurs de ce parc dès le départ, et qu'on ne peut pas modifier sans leur avis. C'est compliqué. Mais c'est vrai que ça manque dans Paris, ça c'est tout à fait vrai. Mais là, les crédits sont destinés à d'autres opérations que celle-là. Enfin, je parle sous le contrôle des techniciens, mais voilà, ça ne se fera pas là. Enfin, pour le moment, on ne peut pas. D'accord, donc on peut toujours garder l'espoir de le faire ailleurs, à Brassens ou à Saint-Lambert, par exemple? Il y a un bassin à Saint-Lambert. Oui, mais il n'y a pas de petits bateaux. On peut pas non, mais ça... Mais on peut le faire. Là encore, il faut que ça soit rentable. Et aussi pour une structure. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Ah, madame. C'est juste une petite précision. Vous nous avez montré dans les photos l'arrivée d'eau par des gros tuyaux. Est-ce que l'eau qui va arriver, c'est de l'eau qui vient de la ville de Paris? Elle vient d'où, cette eau? Ou de la Seine? Le réseau d'approvisionnement d'eau parisien est double. Il y a à la fois un réseau d'eau de ville qu'on peut trouver dans chacun de nos robinets et un réseau dit d'eau non potable qui est de l'eau qui est simplement filtrée depuis la Seine dans différentes usines de production. Donc une se trouve à Austerlitz, il y en a une autre à Auteuil et je crois qu'il y en a une qui vient du canal de l'Ourcq depuis le réservoir de Belleville.
Et du coup, c'est via cette alimentation d'eau non potable, donc directement depuis la Seine avec simplement une filtration, que le Grand Canal est alimenté, enfin sera alimenté. D'autres questions? Je pense qu'on a fait... Est-ce que vous pourrez prendre le micro? Ouais. Est-ce qu'on a bon espoir que ces travaux soient finis à bonne date et qu'ils soient terminés pour les Jeux Olympiques? C'est la question pour l'ouverture le 12 juillet. Le tempo est très court. Il y a eu des grands moments de doute pendant le chantier, mais plus on s'approche de la date, plus ces doutes auraient pu se confirmer ou au contraire se lever. Ce que je vous annonce aujourd'hui est quand même plutôt levé, donc il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'on arrivera. Alors le 26 juin, c'est toujours compliqué si on se retrouve avec des gros orages on est toujours quand même soumis à la météo, mais si le temps est correct, on n'a plus trop de surprises à avoir sur le chantier. Normalement, après, il y a toujours des imprévus possibles, mais voilà, le planning est fait de telle manière qu'on devrait s'en sortir pour le 26 juin. J'étais encore ce matin avec le chef de chantier qui me l'a confirmé. Lui, c'est son objectif. L'objectif de l'entreprise aussi, c'est de tenir ses délais pour après partir sur d'autres chantiers et voilà, réaliser tout dans les temps. Donc, on normalement, croise tous les doigts la réunion serait tenue il y a 3 ou 4 mois. Ça aurait été plus ambitieux de vous annoncer une fin certaine au 26 juin. Là, on devrait y arriver. J'avais une question sur les matériaux qui sont entreposés au débouché du parc. Est-ce que ce sont des matériaux qui sont destinés à terminer ces travaux-là, ou est-ce que c'est pour les Jeux Olympiques, ou... Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi il y a ce grand tas de... Alors, vous parlez... alors, je vais me remettre sur le plan pour qu'on parle bien de la même chose. Vous parlez du tas qui se trouve ici ? Oui, sous le pont quasiment, ou en avant du pont. Toute cette zone-là, toute cette zone-là est la zone chantier. Oui. Donc, tout ça va disparaître en même temps que le chantier. Oui, d'accord. Okay. Non, il n'est pas prévu du tout de faire 12 juillet, l'installation pour les Jeux Olympiques sur les quais, de notre côté, dans le 15e. Non. Mais, pardon, alors, puisque ça nous amène aux Jeux Olympiques, il n'y a pas... j'avais cru comprendre que la cérémonie d'ouverture avait prévu que une partie du défilé allait arriver au parc André Citroën. Non. Alors, on va passer à la partie jour, mais juste un mot. Parce qu'on suit ça depuis des mois et des mois avec des centaines de réunions, évidemment. Surtout que le 15e est très impacté, comme vous le savez. J'ai fait 2 réunions à la mairie, d'ailleurs, en présence du préfet de police qui a expliqué les choses à tous ceux qui sont venus. Il y avait 1000 personnes à chaque fois quand même. Et donc nous sommes impactés par le Champ de Mars, évidemment, qui amène qu'une zone rouge soit délimitée sur une espèce de quadrilatère entre l'avenue de Suffren et puis le métro aérien jusqu'à la Lovedal et la place Cambronne, moitié zone rouge, moitié zone bleue. Voilà, ça c'est la zone rouge, je le rappelle, qui nécessite un QR code pour circuler en automobile. Le QR code n'est nécessaire que pour les zones rouges en automobile. Deuxièmement, il y a de l'autre côté parc d'exposition, aussi plusieurs épreuves olympiques dans le parc d'exposition, mais ça c'est assez peu impactant parce que c'est à l'intérieur du parc, donc il y a un petit peu de zone rouge autour, surtout du côté de Vanves et d'ici Moulineaux d'ailleurs, mais aussi du côté 15e. Voilà, ça c'est les 2 principales affaires, les principales opérations pérennes. Alors, en plus, il y a, ça va être dit dans un moment, 2 courses, une course cycliste et le marathon qui vont passer dans le 15e, mais ça c'est juste faire de quelques heures, et ça ne nécessite pas d'installation particulière. Et puis il y a ce qui se passe sur la Seine. Mais en réalité, le spectacle, ce sera entre Austerlitz et le pont d'Iéna. En aval du pont d'Iéna, il n'y a rien. Donc nous sommes en aval du pont d'Iéna, qui sera consacré exclusivement au débarquement des bateaux, parce qu'une fois qu'ils arrivent au pont d'Iéna, ils ne s'évaporent pas dans la nature. Et donc ils ont ces 100 bateaux avec 10 000 athlètes qui vont devoir débarquer. Et pas à la nage, parce que c'est un peu compliqué, pas tout de suite, on verra. Donc il y en a une partie qui va débarquer dès le pont d'Iéna et qui vont retourner à pied jusqu'au Trocadéro, vous voyez. Et puis ceux qui seront plus loin, espacés jusqu'au bout du 15e, on a 3 km de quai quand même, seront
transportés par des cars. Il y aura un balai de cars pour transporter ces athlètes. Mais donc, ça ne nécessite pas de construction particulière, mais ça va entraîner effectivement, en revanche, une neutralisation de la zone pendant un certain temps. Et pour le détail et pour le complément, donc je passe la parole... Évidemment, enfin, je ne lui passe pas la parole, elle la reprend. Je vais la reprendre, mais d'abord remercier M. Berroir pour sa venue ce soir et d'avoir éclairé encore les évolutions de ce chantier qui est suivi régulièrement par le conseil de quartier quand même depuis plusieurs années. Donc encore merci pour votre participation et vos éclairages sur toutes les questions diverses et variées qui ont été posées. Et nous allons pouvoir passer donc au deuxième point qui est l'impact des Jeux olympiques et paralympiques sur ce quartier en particulier, sur le 15e en général. Et je vais me déplacer pour pouvoir gérer la... Maintenant que j'ai fait cette translation vers le siège de présentateur, on va changer ce petit point. Alors, les Jeux olympiques et paralympiques dans le 15e arrondissement, je vais commencer par un petit point générique pour rappeler dans les grandes lignes de quoi on parle quand on parle de ces deux grands événements qui affectent toute la capitale et bien au-delà, puisque des épreuves se tiennent aussi en dehors de la capitale, pour ensuite rentrer un peu plus dans les aspects particuliers qui touchent le 15e arrondissement, puisque nous hébergeons un certain nombre d'épreuves, et puis les périmètres de sécurité qui sont spécifiques aux différents temps des épreuves olympiques, puisque nous avons entre la cérémonie d'ouverture, le temps classique des épreuves des Jeux olympiques, le temps des épreuves paralympiques, les marathons et autres, plusieurs zones qui seront différentes. Et aussi, bien sûr, on en profitera pour évoquer ce qui est organisé au niveau de la mairie du 15e arrondissement en termes de festivités. Et puis, vous rappeler tous les liens utiles, puisque beaucoup d'informations sont disponibles en ligne et que vous pourrez retrouver tout ce qui est dit, pratiquement, de cette présentation. Vous pouvez le retrouver en ligne avec beaucoup de détails. Et notamment, les cartes que je vous présenterai de manière générique, vous pourrez rentrer beaucoup plus en détail si vous allez sur le site internet. Alors, quand on parle des Jeux olympiques, de quoi parle-t-on ? Donc, ça, c'est quelques petits chiffres pour vous rappeler un peu l'ampleur de cet événement. Donc, on a 19 jours de compétition, on a 10 000 athlètes, plus de 10 000 athlètes qui sont accueillis et plus de 30 000 volontaires qui participent à l'animation, à la mise en œuvre des Jeux olympiques. Ça fait 329 épreuves, 40 sites de compétition. Vous imaginez tout ce que ça demande en termes d'organisation. Et on a des chiffres moins importants, mais quand même non négligeables pour les Jeux paralympiques qui se déroulent, eux, du 28 août au 8 septembre. Donc, pour rappel, les Jeux olympiques, on est du 26 juillet au 11 août. Et ensuite, du 28 août au 8 septembre. Donc, on a une petite période de pause entre les JO et les JP, ou la partie paralympique. Dans le 15e, le principal site le seul site du 15e où nous accueillons des épreuves en tant que telles, c'est au parc des expositions. Donc ce n'est pas sur votre conseil de quartier, mais c'est pas si loin. Ça impactera à la limite le conseil de quartier, enfin le territoire du conseil de quartier Citroën-Boussicot. Donc ça vous intéresse aussi par curiosité, j'imagine, de savoir que nous accueillons le volleyball, le weightlifting, c'est tout ce qui est haltérophilie, le tennis de table et le handball et leurs dérivés paralympiques. En fait, quand on prend boccia et para-tennis de table et goalball, ce sont les équivalents du volleyball, du handball et du tennis de table, mais en version paralympique. Donc ça sera quand même au total donc 17 médailles d'or qui seront distribuées pour les Jeux olympiques et 44 pour les paralympiques. Et des fréquentations estimées quand même à 83 000 spectateurs au maximum, a priori, en théorie, de données indicatives sur 10 sessions par jour. Et pour les Jeux olympiques et 38 000 pour les Jeux paralympiques.
En termes de périmètre de sécurité, cette carte-là, vous l'avez eue à l'entrée. Si vous voulez partir avec, n'hésitez pas. Elle se concentre vraiment sur les épreuves qui ont lieu dans le 15e ou à proximité immédiate, puisque vous avez également sur cette carte, en haut, là où j'ai mis ma petite souris, si elle veut bien se réactiver, le site Stade Tour Eiffel, Arena, Champ de Mars, qui longe jusqu'au boulevard de Grenelle pour certaines zones et qui du coup va affecter avec potentiellement du trafic qui sera reporté sur les zones périphériques et donc sur le 15e arrondissement. Et au sud, comme vous pouvez le voir, nous avons donc le cœur des sites de compétition indiqués en gris. Donc c'est le parc des expositions. L'accès motorisé interdit, c'est-à-dire interdit sans QR code. C'est-à-dire demander une autorisation en ligne ou par différents moyens pour pouvoir accéder à cette zone-là, c'est la zone rouge. Et la zone bleue, c'est simplement réglementé dans le sens où l'objectif, c'est de limiter le passage de véhicules motorisés qui seraient juste là pour traverser cette zone et de prioriser uniquement les véhicules qui ont pour destination cette zone afin d'éviter de surcharger cet espace-là. Et comme vous le voyez, pour le quartier Citroën-Boucicaut, c'est une zone qui s'étend quand même tout le long du boulevard... comment ? Les Maréchaux, oui, c'est ça. C'est tout le long des Maréchaux, de la Seine jusqu'à la limite du 15e. Donc on a quand même une zone où il y aura un effort pour limiter le trafic, même s'il ne sera pas interdit dans la zone bleue, il sera juste déconseillé. Pour les périmètres de sécurité à l'échelle parisienne, là vous avez un exemple donc plus large, les sites de compétition qui sont rappelés. Là, ça vous permet de mettre en perspective et vous voyez que le parc des expositions est quand même un centre important pour les épreuves, même si le cœur de l'impact sera plutôt autour du Champ de Mars et Concorde qui seront principalement impactés. Ça, nous avons donc en haut à droite, vous avez le rappel des dates. Ça, ce sont les contraintes qui concernent strictement la durée des Jeux Olympiques et la durée des Jeux Paralympiques, donc du 24 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre. Pourquoi j'ai une petite décalage ça, c'est la même. Et voilà, par contre, pour la cérémonie d'ouverture. Et c'est là où vous allez avoir un impact principal sur le conseil de quartier Citroën-Boucicaut, car comme vous pouvez le voir sur cette zone-là, nous avons ici toute une zone qui est en rouge, donc avec un accès strictement limité, c'est-à-dire avec QR code pour accéder à cet espace-là. Et une zone en bleu, donc accès restreint mais pas interdit, pour la période non seulement de la cérémonie, mais une semaine avant. C'est-à-dire que la plupart des contraintes sont appliquées à partir du 18 juillet. Et on a des périmètres qui s'étalent en fait au fur et à mesure. Sachant qu'il faut, là on ne le détaille pas parce que c'est très précis en fait, quand on rentre dans le détail, voilà, vous avez là le jour même de la cérémonie, on est sur un accès qui est beaucoup plus strict. Vous êtes en rouge sur tous ces espaces-là, c'est-à-dire que vous ne rentrez en véhicule motorisé, encore une fois, que si vous avez un QR code. Sur cette partie... Oui, mais c'est pas interdit, c'est avec un QR code en fait. C'est quoi la différence entre interdit et réglementé ? Réglementé, les forces de police ont essayé d'inciter les gens à ne pas être là pour le transit, c'est-à-dire elles vont simplement inciter à prendre des itinéraires alternatifs, alors qu'en rouge, vous ne pourrez pas rentrer sur la zone tant que vous n'avez pas un QR code. Oui, ça, c'est vraiment pour l'inauguration. Ça sera vraiment interdit. Voilà. Le jour de... Et sachant que là, c'est peu visible sur cette image-là, parce que là, vous avez en fait en bleu un périmètre qui est dessiné, et ce périmètre-là, pour le coup, est
est interdit, sauf autorisation particulière, non seulement aux véhicules motorisés, mais également piétons et cyclistes. Mais ça, c'est vraiment pour la zone, pas la zone rouge dans son ensemble, mais une zone très spécifique qui est tout le long des quais. Et pour cela, il y a eu les autorisations doivent être demandées en ligne, avec pour une preuve, notamment pour tous ceux qui ont leur domicile dans cette zone-là, notamment. Vous pouvez avoir accès à ces cartes, bien sûr, en ligne. Vous pouvez rentrer dans le détail et voir exactement où s'arrête la zone, comment elle évolue jour par jour, si votre immeuble est concerné et de quel côté de la rue et que ça se situe. Vous pouvez vraiment rentrer dans un niveau de précision très important sur le site internet, ce qui vous permettra aussi d'avoir des réponses à beaucoup de questions. Justement, en termes de réponse, c'est mieux que tu prennes le micro. Il le refuse tout simplement sans aucune explication. Vous n'aurez pas accès. C'est la réponse qui est donnée par le site. On ne sait pas pourquoi. Pour des demandes de QR code. Pour quel site? Le site Anticiper les jeux, vous voulez dire Oui, si on n'a rien à y faire, évidemment, ou si on n'a aucune... Non, mais si on y habite. Là, en l'occurrence, je parlais du quartier Citroën. Une demande faite, c'est demande refusée et aucune explication. Mais vous n'êtes pas dans la partie qui est en noir, parce que c'est pour les accès en véhicule qui sont contrôlés pour le rouge, mais normalement c'est... Non, mais c'est... Aucune explication. Okay. Bon, il y a ceux qui habitent. Là, c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut un QR code, qu'on soit à pied, en vélo, en voiture, pour cette zone rouge. Moi, je déconseille évidemment d'aller dans cette zone à partir du 18 juillet. Pour ceux qui n'ont rien à y faire, c'est pas le moment d'y aller. Pour ceux qui habitent, effectivement, non, il y a un QR code qui est disponible notamment sur le site de la brigade de police. Si vous y habitez, si vous êtes commerçant ou autre, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je m'en... On est effectivement dans la zone concernée, hein. On le voit bien dans la petite zone rouge. Si c'est que le jour d'inauguration, j'oublie la question, le 26 juillet, d'accord, pas de souci. Par contre, en piéton, aussi bien piéton que véhicule, le QR code a été refusé sans motif valable, alors qu'on y habite, on est dans le périmètre restreint. C'est là qu'on ne comprend pas. Et moi, j'étais principalement venu pour ça, pour comprendre, et je dis bien à partir du 18 juillet, qu'est-ce qui allait être nos restrictions pour venir chez nous. Moi, j'ai un véhicule qui est garé dans mon immeuble, et apparemment, les QR codes aujourd'hui qu'on a demandés ont été refusés, sans explication. Vous étiez à la réunion avec le préfet de police à la mairie, et vous lui avez posé la question? J'ai assisté par visio. Ah, par visio, oui. Oui. Écoutez, on va poser la question. On va faire remonter ça parce que c'est assez étonnant. Ouais. J'ai vu que sur le site, il y a un point spécifique qui propose un lien si votre demande est en attente ou a été refusée, c'est-à-dire en proposant de prendre contact avec la préfecture de police. Et pas de réponse. Mais vous n'avez pas de réponse, ok. Moi, je pense qu'on va... peut-être faire remonter le fait qu'on a plusieurs cas de ce type, parce qu'en effet, ça devient problématique alors qu'on s'approche quand même très rapidement. Bon, tout ça relève de la brigade de police, donc on va... Sachant que normalement, pour reprendre vraiment le site... Vous nous donnerez vos coordonnées. En périmètre rouge, les véhicules motorisés doivent présenter un justificatif. Donc c'est pas un laissez-passer en tant que tel, c'est un justificatif, notamment pour les taxis. Ça peut consister en une commande, une réservation, une preuve de réservation de quelqu'un qui serait dans la zone rouge et qui a commandé un taxi. Donc c'est un justificatif qu'ils ont une raison d'aller chercher quelqu'un dans cette zone-là. Donc c'est pas un QR code en tant que tel, c'est un justificatif. Mais c'est étonnant pour les habitants qu'il n'y ait pas un système facilité. Et la zone noire, qui est la zone vraiment la plus stricte, c'est cette zone qui apparaît ici, tout près des quais, qui est entourée d'un trait bleu, et qui, là, demande en effet le QR code pour accéder même à pied. À pied, véhicule, tout. Très curieux.
Mais je pense qu'on fera remonter on prendra vos contacts et on fera remonter pour essayer de clarifier tout ça. Donc pour continuer sur les différentes évolutions des périmètres, parce que ils évoluent quand même très souvent. Voilà une autre spécificité. Là, on est sur le 10 et 11 août, où vous aurez le marathon, qui traversera notamment le 15e arrondissement et les quais. Donc là, vous retrouvez la même zone rouge qui est identifiée. On est sur une zone rouge, on n'est pas sur une zone noire. Donc là, c'est pareil, c'est accès, mais seulement avec un justificatif. Et vous avez le tracé du marathon qui est indiqué en gris. Ce n'est pas extrêmement visible de loin, mais vous le retrouverez aussi facilement sur le site avec beaucoup de détails. Et vous avez, donc là, on est sur le 10-11 août. Et vous avez un autre créneau en août qui impacte moins le 15e, mais qui pourra impacter d'autres zones. C'est la partie de course cycliste qui, elle, se fait sur un périmètre arrivant du sud, passant par Vanves et plutôt par le 13e et remontons. Donc là, on n'est pas impacté directement dans le 15e, mais ça concerne du 1er globalement au 4 août. Les festivités de proximité, parce que là on a parlé beaucoup des contraintes et des problèmes. L'un des efforts qui a été demandé, qui a été sollicité par la mairie de Paris, mais qu'on s'est empressé aussi de prendre à bras-le-corps à la mairie du 15e avec tout l'exécutif et monsieur le maire, c'est bien de pouvoir avoir des festivités de proximité, que les jeux ne soient pas qu'un ensemble d'épreuves réservées à tous ceux qui ont les moyens de se payer des billets qui sont extrêmement chers ou qui ont eu la chance d'en gagner par les nombreux tirages au sort qui existent. Et donc, il y aura un certain nombre d'activités qui seront proposées sur le parvis de la mairie, avec, comme vous pouvez le voir ici, des diffusions, donc une zone qui sera réservée à la diffusion des compétitions sur un écran géant, une zone d'animation culturelle et sportive, donc là plutôt en vert. Et en jaune, vous avez des zones d'animation sportive, là, donc différents types d'activités qui seront menées, et puis bien sûr de la restauration pour pouvoir accompagner, que chacun puisse aussi trouver une autre façon de vivre les jeux et que finalement ça devienne un événement pour l'ensemble du 15e et pas que un événement de contrainte pour vous. Le calendrier alors le calendrier... Voilà, donc là, nous aurons ce site de festivités sur l'ensemble des 2 quinzaines olympiques et durant l'entre-deux jeux, soit 46 jours quand même d'activité. Tous les jours. Hormis une petite pause entre les deux périodes de jeu, mais tous les jours. Donc 11h à 23h, 7 jours sur 7. Avec des événements particuliers ? Avec des événements particuliers ou c'est tous les jours On a 200 événements qui seront programmés avec des événements culturels, sportifs. Et le calendrier est disponible ou va l'être ? Non, pas encore. On n'est pas encore voilà. Oui. Parce que on l'attend. On n'en doute pas. Je pense qu'on le fera circuler à l'ensemble des membres des conseils de quartier dès qu'il sera disponible aussi, pour que vous puissiez le relayer aussi dans vos propres réseaux et autour de vous et en parler pour que chacun puisse en profiter. Donc ce sera aussi sécurisé, puisque c'est une préoccupation majeure quand même de faire en sorte que ça reste une attraction festive pour tout le monde et dans la sécurité. Pour vous donner un peu une idée des équipements, donc une scène, un écran géant, un playground, un mini-golf, des agrès gym, beaucoup de choses en tout cas qui seront disponibles pour tous. Sur le parvis et dans le square. Voilà, sur le parvis et dans le bas du square. C'est vraiment sur tout cet espace-là. Et vous avez un exemple, plusieurs exemples ici qui sont cités de programmation à prévoir, même si vous n'avez pas encore le calendrier précis. Et on vous le donnera, pas d'inquiétude là-dessus. Des concerts, des tournois de sport, du cinéma en plein air, des expositions artistiques. Beaucoup de choses très diverses, donc je pense que beaucoup de monde pourra y trouver son compte et y trouverait de quoi finalement apprécier l'été. Hop.
Et je finis par quelques... Alors, juste avant, je Oui. voudrais aussi préciser qu'il y aura le passage de la flamme olympique. Ah oui, tout à fait. Dans le 15e et qui passera sur le parvis de la mairie le 15 juillet en début d'après-midi. On n'a pas l'heure exacte, donc vous êtes évidemment tous invités pour ceux qui seraient intéressés. Donc le 15 juillet en début d'après-midi, la flamme arrivera, je crois, du 16e par le pont de Birakem, suivra les quais justement, jusqu'à la rue Linois. Et ensuite de la rue Linois, ira jusqu'à la mairie du 15e et partira ensuite, je crois, dans le 14e ou quelque chose comme ça. Avec des porteurs de flammes que j'ai pu désigner en partie, comme par exemple la directrice générale de l'hôpital Pompidou. Donc c'était assez symbolique et bon, c'est la proposition que je lui ai faite. Et puis il y a d'ailleurs une ancienne présidente de conseil de quartier. C'est ce que j'allais dire, la présidente du conseil de quartier, la précédente mandature du conseil de quartier. Donc, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, puisqu'elle était ici. Oui. Peut-être Arokia Duché-Agis, si vous avez participé à des réunions de la précédente mandature de conseil de quartier, c'était elle qui animait les réunions. Et donc, une porteuse de la flamme. Voilà pour les points d'animation. Et puis, pour un rappel, tous les liens utiles, que ce soit sur les périmètres de sécurité, vous avez quand même vous avez plusieurs moyens de les trouver. Donc, sur les sites de la mairie du 15e, sur le site de la préfecture de police, sur Anticiper les jeux. Là, vous avez également le site qui est rappelé pour demander un laissez-passer, même si j'ai bien compris que c'était un sujet et que nous allons faire remonter. Et puis, il y a également une foire aux questions sur le site de paris.fr qui existe pour répondre à différentes interrogations. C'est beaucoup de ressources qui sont disponibles et qu'il ne faut pas hésiter vraiment si vous voulez prendre une photo comme certains le font de cette liste de sites, puisque vous avez beaucoup de réponses qui sont déjà proposées sur ces sites-là et qui pourront vous aider à y voir plus clair. Et bien sûr, si vous avez des doutes, on est aussi à votre disposition pour y répondre au cas par cas. Vous pouvez toujours contacter vos élus. Voilà pour la présentation. Voilà, vous avez aussi les questions des newsletters qui existent, que ce soit celle du 15e ou celle Paris Infojeux, qui permet d'avoir des infos adaptées. Et voilà pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions un peu spécifiques sur les Jeux Olympiques, même si on a commencé à y répondre déjà. Parmi les conseillers de quartier, peut-être ? Non ? Ça répond dans l'ensemble. Ça fait un point, en tout cas, une mise à jour par rapport à ce qui a pu être présenté par le passé dans d'autres. Ah, on a 2 questions dans le public. S'il vous plaît. Ah. Il est fâché avec vous. Pour sortir de Paris, est-ce qu'il y a des possibilités, hormis la porte de Versailles, est-ce qu'on peut sortir par d'autres portes ? Normalement, la plupart des portes ne sont pas formellement affectées. Les accès au périph' ne sont pas affectés. Après, il y aura très probablement de saturation. Ça n'est pas du tout une garantie. Mais quand on regarde les dispositifs, finalement, on a simplement, on a une zone rouge, donc une zone d'accès qui est contrôlée autour, je vais prendre plutôt celle-là, elle est plus claire, qui est autour du parc des expositions, mais les autres accès ne sont pas affectés. Et les quais ? Et les quais sont affectés uniquement pendant la période pour la cérémonie d'ouverture. Donc avec des restrictions fortes sur les quais même dans les jours qui précèdent, donc du 18 au 26 en particulier. Merci. Ce sera impraticable, du 18 au 26 sera totalement impraticable. Oui, voilà, c'est ça. C'est clair, sur les quais. Strictement restreint du 18 au 26. Interdit. Le quai même. Dès qu'on s'éloigne un petit peu, la circulation est possible, mais les quais même seront strictement contrôlés. Il y a aussi l'accès au périphérique par l'avenue de la Porte de Sèvres, qui est en zone bleue.
En zone bleue, ça sera possible. Ça sera juste. Avec un QR code, puisque c'est réglementé. Non, bleu, c'est police qui simplement. Non, il n'y a pas de QR code pour la zone bleue. Ni justificatif, il faut simplement faire preuve. Enfin, il faut être raisonnable dans son usage et il y aura un contrôle particulier, si je me souviens bien, des forces de l'ordre sur ces zones-là, sur les entrées de la zone bleue, pour limiter le transit. Oui, c'est mieux d'avoir un justificatif, évidemment, parce que la zone bleue, c'est juste une restriction de circulation pour ne pas buter sur la zone rouge, pour éviter le transit. Donc on peut y aller si on y habite, si on est commerçant, si on a un rendez-vous médical, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de QR code pour les zones bleues, c'est simplement un justificatif ou faire acte de persuasion. L'avenue de la Porte de Sèvres... En fonction du discernement des forces de police. L'avenue de la Porte de Sèvres est quand même assez loin de la zone rouge. Et c'est vraiment la limite extrême du dispositif, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui... nous sommes rue de Lourmel, qui prennent la place Ballard, ensuite cette avenue pour prendre le périphérique, matin et soir. Regardez sur les sites, vous saurez préciser toutes les réponses à toutes ces questions. Non, mais il y a une multitude de sites. Remets les sites, il y a beaucoup de sites. Les sites. Il y a une foire aux questions, enfin... Parce que on n'a pas tous les éléments. Mais ça sera le passage sera possible. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup d'incitations pour les entreprises à favoriser le télétravail pendant cette période-là, pour éviter qu'un maximum de personnes viennent. Même si on est bien conscient, tout le monde ne peut pas télétravailler et qu'il y aura forcément des gens qui auront besoin de ces accès. Mais l'idée est vraiment plutôt, comme l'a dit Monsieur le maire, d'éviter qu'on ait beaucoup de gens qui accèdent à ces zones-là et qui finalement se retrouvent sur des cul-de-sac en arrivant sur la zone rouge et en n'ayant pas d'utilité à aller dans la zone rouge. D'où l'idée de limiter ou en tout cas de freiner l'accès aux zones bleues. Oui. Merci de ta présentation. J'avais 2 questions. La première, c'est que ce qu'on voit comme accès QR code ou réglementé, on parle bien d'accès motorisé. Donc la question quid de l'accès piéton, tout simplement. Piéton, tout à fait possible. D'accord. Quand on parle d'accès motorisé interdit, réglementé, c'est bien motorisé uniquement, c'est-à-dire donc, que l'accès piéton est possible. Piéton et vélo totalement libre. D'accord. C'est scooter, moto et voiture, camion et tout ce qui est au-dessus. Techniquement, ça reste un vélo. Ce qui est vraiment c'est interdit, assistance motorisée. D'accord. Donc ce qui est vraiment interdit, c'est les sites de compétition. Ça, c'est... Alors voilà, en gris, c'est vraiment les sites de compétition, et ça, on n'entre sur un site de compétition que si on accède à la compétition, c'est-à-dire soit en tant que spectateur, soit en tant que bénévole, soit en tant que... Et ma deuxième question, pour justement les zones rouges et bleues, quel impact sur le transport en commun? Parce qu'il y a le tram qui passe par là, il y a les bus, il y a des métros... il y a beaucoup. Alors là, on n'a pas développé tout ce point-là, mais vous pouvez avoir un accès sur le site, justement, Anticiper les Jeux, aux impacts jour par jour sur les transports, sur les stations par station, pour voir quelles sont les stations qui sont ouvertes ou non, et potentiellement aussi leur fréquentation et les risques de saturation de certaines lignes. Vous avez des applications en temps réel sur transportencommun.com ou d'autres applications qui donnent en temps réel aussi bien les itinéraires à pratiquer par exemple en voiture que les lignes de bus et de métro. Ce qui sera fermé dans le 15e, c'est la station de tramway Porte de Versailles. Mais le tram passe. Fermé. Mais le tramway passe. D'accord. Et la quasi-totalité des lignes de bus, enfin une bonne partie des lignes de bus sera détournée quand même, par rapport à ceux qui traversent soit à proximité des sites olympiques. Mais ça, c'est sur les applications. On n'a pas en tête. Il y a des dizaines de lignes de bus. Dans Paris, je crois que les 2/3 de lignes de bus sont détournées. Surtout évidemment, le jour de la cérémonie d'ouverture où tous les ponts seront fermés. Les ponts seront sur la Seine seront interdits. D'ailleurs, il y aura des gradins dessus et tout ça. Mais bien sûr, et même plusieurs jours avant. Et dans le 15e, les ponts ne seront pas fermés. Mais non, puisqu'on est au-delà de l'avenue d'Iéna. Voilà, c'est jusqu'à Iéna. Ouais. Mais voilà, donc
Il y aura aussi des passages de cortège de toutes sortes, hein, donc il y aura des fermetures momentanées, provisoires, etc. Le périph', comme vous le savez, une voie du périphérique sera entièrement neutralisée pour le passage des convois olympiques, si je peux dire. Voilà. Mais il faudra suivre ça en temps réel sur les applications, voilà, quoi, enfin, sur les sites. C'est encore la meilleure façon d'avoir l'information à jour par rapport à vos besoins précis. Oui, alors, on avait madame qui avait levé la main tout à l'heure et après on vous reprend juste après. Oui, juste une petite question pratique concernant les festivités sur le parvis de la mairie. Oui. Est-ce qu'il y aura un système de préinscription? Parce que j'imagine qu'on va être très très nombreux, donc le parvis n'est pas extensible. Est-ce qu'il y a un quota qui va être respecté? Est-ce qu'on a des créneaux à réserver? Comment ça va se passer? Ou ça sera, on verra? C'est pas on verra, c'est que c'est les premiers qui arrivent qui prendront la place. Mais c'est de 11h du matin à 23h. Je pense que les gens ne vont pas rester pendant 12 heures d'affilée. Et puis, il y a des activités très différentes les unes des autres. Hein. Mais on prévoit, enfin, on nous dit, moi ça me paraît énorme, 2000 à 2000 personnes par jour, ça me paraît énorme, mais enfin, c'est les prévisions. Il n'y a pas besoin d'inscription. Il y aura un contrôle à l'entrée, évidemment, palpation, etc., par des agents de surveillance. Le parvis sera fermé. Il y aura une file spécifique d'ailleurs pour les usagers, parce qu'il faut quand même qu'on puisse continuer à entrer dans la mairie. Donc il y aura une file pour les usagers, et puis les gens, tant qu'il y a de la place, pourront entrer sur le parvis et sur le square. Oui, je pensais surtout aux épreuves qui vont être retransmises sur grand écran. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir des pointes. Donc c'était pour savoir s'il fallait s'inscrire avant, quand il y avait une épreuve qui était retransmise. Non, on n'a pas la possibilité technique de faire ça, non, malheureusement. Okay. Ça aurait été bien, mais pas. Madame Ancel. Oui, pour revenir sur les transports en commun, moi j'ai vu que la station Javel allait être fermée pendant toute la durée des Jeux, donc à compter du 18 juillet. Alors, non, moi j'ai vu 18 juillet, mais apparemment c'est mis à jour. C'est possible parce que peut-être parce qu'elle se situe dans le périmètre noir mais ça, c'est pour la cérémonie d'ouverture. De la cérémonie d'ouverture. Non, c'est fermé à partir du 18 juillet jusqu'au 8 septembre, la station Javel. Les deux. Moi, j'ai vu les deux, parce que là, le RER et le métro passent au même endroit, quasiment. Enfin... je ne peux pas préciser. Moi, j'ai vu les deux, mais bon. Je ne peux pas répondre rue par rue, station par station, je ne sais pas, mais ça m'étonne. Du 18 au 26 juillet. Oui, mais c'est ça, c'est pas jusqu'au 8 septembre. C'est vraiment pour la cérémonie d'ouverture. Oui, bien sûr, mais tout ce qui est sur la scène sera neutralisé, fermé, interdit, etc., sauf ceux qui ont des billets. Et même une semaine avant. Hein. Je vois bien les choses se profiler, c'est de plus en plus rigoureux, de plus en plus restreint. Donc, moi, à mon avis, du 18 au 26, ceux qui n'ont rien à faire sur cette partie du 15e, vaut mieux éviter. Ce n'est pas le moment d'aller voir ce qui se passe. Évidemment, quand on y habite, c'est différent. Mais oui, tout sera... Je vois bien, je vous dis, les discussions avec la préfecture de police, ils restreignent de plus en plus. S'il vous plaît, à propos justement du 18 au 26 juillet, si tous les quais sont interdits, il n'y aura aucun accès sur les barges et les bateaux du style quai Liberté, Anetka. Ils ne seront pas accessibles alors Du 18 au 26, ce sera compliqué à mon avis. Hein. Parce que je ne vois pas comment... D'ailleurs, il y a des bateaux qui vont partir. Alors, je n'ai pas le détail bateau par bateau, mais il est prévu que des bateaux quittent, parce qu'il faut aussi que les bateaux des délégations puissent accoster. Donc, comme il y en a une centaine, ça ne peut pas accoster juste sur les quais libres. Donc, mais on n'a pas le détail des choses. D'ailleurs, on n'a pas de détail parce qu'en plus, c'est confidentiel, c'est secret. Il ne faut pas savoir que la délégation israélienne ou américaine va débarquer à tel endroit, etc. Nous, on n'a aucune information là-dessus. On sait qu'ils vont débarquer. Le débarquement, ça tombe bien, on est presque le 6 juin, c'est le débarquement. Mais on n'a aucune info précise. Et on n'en aura pas. Mais il faut partir du principe que oui, les quais inaccessibles du 18 au 26. Les quais en tant que tels, vraiment le bord de la Seine, c'est plus le moment d'aller faire une balade à ce moment-là sur les quais de la Seine. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Si on veut assister au passage de la femme olympique dans le 15e,
on peut aller se mettre dans une rue où elle passera et il y aura des barrières comme Oui, il y aura des barriérages au moment tout où le la long flamme... du... Alors, oui, c'est par tronçon, enfin, c'est pas encore totalement... Enfin, nous, on n'a pas encore les informations complètes. On connaît l'itinéraire, on commence à connaître un peu les horaires, comme je vous dis... on sait que vers 14-15 heures, ça passera sur le parvis. Et donc, ça veut dire que venant de Bir Hakeim, vous voyez, ça passera vers midi, 1 heure peut-être, je ne sais pas, vers Bir Hakeim, pour traverser le 15e. Mais oui, on pourra se mettre, bien sûr, c'est même recommandé. En tout cas, tout sera prévu. Ouais. Et je pense qu'on aura quand même les horaires qu'on diffusera sur les sites de la mairie, les newsletters, etc. Mais on les aura très peu de temps avant, quand même. Et il y aura des événements, enfin quelques festivités, quelques animations plutôt sur le parvis, pour le passage de la flamme. J'ai une autre question. Si par mégarde, on n'a pas pu obtenir un QR code et qu'on se trouve dans une rue qui Zone rouge ? Oui, zone rouge. Si vous habitez en zone rouge, vous devez avoir le QR code normalement. Pour sortir, oui, mais si on a si on a un problème, qu'est-ce qui se passe pour l'habitant qui habite cette rue? Est-ce qu'avec sa carte d'identité, il pourra quand même... On peut toujours essayer de convaincre le gardien de la paix de base, avec plus ou moins de bonheur, en fonction de la personnalité des uns et des autres. Mais moi, nous, la réponse d'après que c'est vous habitez dans la zone rouge, QR code, point barre. Il n'y a pas d'alternative. Nous, on n'a pas du tout de... Je sais pas, je pense à une personne âgée éventuellement, une personne qui rentre Alors, personne âgée qui ne saurait pas utiliser Internet, je le dis ici, nous avons des facilitateurs numériques en mairie du 15e qui font les démarches à sa place. Les gens qui, parmi vous, ne trouveraient pas, n'arriveraient pas, etc. En mairie, nous avons des facilitateurs numériques et tous les personnels d'accueil de la mairie ont été formés spécifiquement pour les QR codes pour aider les personnes qui auraient des problèmes. Peut-être, d'ailleurs, ce que nous avons. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils réussiront, mais non, mais je veux dire, ils ont été formés à ça. Donc, après... Je voudrais... On a d'ailleurs déjà pas mal de gens qui viennent en mairie pour ça. J'en profite aussi pour indiquer, parce que j'avais eu l'information de la part les commerçants du village Saint-Charles, donc la rue Saint-Charles, ils organisent aussi des activités, des animations, et notamment le 22 juin, il y aura des animations dans la rue Saint-Charles qui sont prévues. Comment ? Exactement, voilà. Donc j'en profite pour en parler, puisque ça concerne votre conseil de quartier aussi. Donc le 22 juin, si vous, en plus de la fête du miel du centre Cévennes, qui est animée par Raymond Lescombe, je ne sais jamais comment on dit. Et vous aurez donc beaucoup d'activités et beaucoup d'animations dans ce quartier-là, entre le centre Paris-Nîmes et la rue Saint-Charles. Et je rappelle que le 21 juin, nous avons une très grande festivité sur le parvis, avec une radio qui va faire danser toute la soirée, quoi. Beaucoup de monde. On prend toujours la même radio et on a environ 10 à 15 000 personnes le 21 juin sur le site de la mairie. Alors, en ce qui concerne le quartier, c'est vrai qu'il y a une fête de la musique qui est organisée, comme l'année dernière, comme tous les ans, sur l'esplanade de Max Gage, derrière le centre d'animation et face au bistrot du parc. Donc, il y aura de la musique de 19 à 22 heures. Donc, comme d'habitude, on espère vous trouver très nombreux. Et le lendemain, nous faisons la récolte participative du miel. Donc, il y a des ruches sur le toit et dans le parc Citroën. Et vous êtes invités à participer à la récolte avec les apiculteurs. Vous n'irez pas près des abeilles, mais vous pourrez désoperculer, filtrer. On s'en met partout, on se lèche les doigts, c'est très très agréable. Et on finit par un apéro à 18h. Merci. C'est mieux que ça, c'est vous participez, et comme tous ceux qui participent, vous pouvez repartir avec votre petit pot de miel. Il y avait d'ailleurs un apéritif musical hier au bistrot du parc aussi, on le fait assez régulièrement avec un orchestre de jazz, donc on fait ça 3-4 fois dans l'année. Et c'était hier soir. Dommage, parce que c'est passé.
S'il n'y a pas d'autres questions et que le sujet est globalement couvert, on va pouvoir laisser la parole pour le dernier point de l'ordre du jour à mon collègue Mathieu Luineau qui va nous parler du budget participatif. Pas de regrets, c'est bon dans les questions, tout va bien. Alors, BP. Je te cède la place. Bien, bonsoir à tous. Donc, je vais vous dire quelques mots sur le budget participatif, puisqu'on a tenu la semaine dernière, vendredi dernier, avec le maire, une réunion, enfin la commission ad hoc qui nous permet en fait de définir quels seront les projets qui seront soumis au vote du budget participatif au mois de septembre prochain. Donc cette réunion-là, on l'a tenue le 31 mai dernier, et elle fait suite en fait à tout un processus qui a commencé en début d'année, enfin entre janvier et février, et qui nous a conduit donc à arrêter le 5 février la phase de dépôt des idées des riverains et des associations donc, qui ont proposé des idées donc, au budget participatif. Suite à cette période d'idéation, il y a eu toute une phase de premier filtrage par les services techniques de la mairie centrale qui ont vérifié que eh bien, les projets qui étaient proposés étaient recevables selon un certain nombre de critères, notamment eh bien, il faut qu'ils concernent évidemment un espace par exemple qui fait partie qui est sous la compétence de la ville de Paris, et qui ont analysé également un petit peu les chiffrages qui avaient été proposés pour essayer de comprendre eh bien, comment est-ce que tout cela allait coûter. Et c'est suite à cette première sélection qui nous a fait passer de plusieurs centaines de projets, un peu plus de 120 à 45 projets, qu'on a tenu donc fin mai cette réunion avec le maire et avec les services du 15e cette fois-ci pour procéder à une évaluation un peu plus fine. Et suite à cette réunion, donc on a retenu une vingtaine de projets avec le maire que je vais vous présenter dans quelques instants. Et la prochaine étape qui va nous concerner, elle aura lieu donc du 5 au 24 septembre, puisque ce sera le moment où vous serez en mesure de voter donc pour les projets qui vous intéressent le plus et qui seront retenus pour le 15e arrondissement. Donc on a gardé sur les 45 projets qu'on a étudiés la semaine dernière une vingtaine de projets. On a encore quelques interrogations pour les services, donc on l'arrête définitivement dans son cœur d'ici au 28 juin, mais l'ensemble est à peu près arrêté. Et il faut savoir quand même, juste pour mettre ces chiffres en perspective, que pour nous, pour le 15e, le budget participatif, c'est une enveloppe d'à peu près 7 200 000 euros d'investissement uniquement. Mais c'est important pour notre capacité d'investissement en propre, puisque en fonction des années, ça peut représenter jusqu'à une bonification de 50% de notre capacité d'investissement dans des infrastructures pour le 15e. Donc sur ces 7,2 millions, il y a à peu près 2 300 000 euros qui sont fléchés spécifiquement sur ce que la ville appelait auparavant les quartiers populaires et qui sont aujourd'hui devenus les QPV, les quartiers politiques de la ville, puisqu'on vient d'avoir un classement politique de la ville, donc notamment dans les quartiers Brancion, Périchaud et Falguière, qui nous ont permis, depuis cette année, d'avoir une bonification supplémentaire. Ça fait partie des avantages de bénéficier de ce classement QPV de presque 600 000 euros. Donc vous voyez un supplément d'enveloppe qui n'est pas négligeable, puisque ça peut couvrir des projets entiers, comme on va le voir dans quelques instants. Donc si je passe rapidement sur les différents projets qui seront soumis au vote, vous verrez en jaune les projets qui, plus spécifiquement, concernent soit le quartier directement, soit indirectement, parce qu'il couvre plusieurs quartiers du 15e. Et si on commence par les affaires scolaires, on va avoir deux projets, dont un projet assez conséquent, qui concerne en fait l'adaptation de différentes écoles de l'arrondissement aux nouvelles normes du plan climat. Et ça consiste essentiellement à transformer les écoles en îlots de fraîcheur, notamment pour un meilleur accueil des écoliers dans les périodes de forte chaleur. Ça fait partie des nouvelles exigences du plan climat, et donc ça permettra, cette enveloppe, si elle est votée, de financer les travaux dans un certain nombre d'écoles de l'arrondissement. Et l'autre projet, c'est un projet qui a cette fois-ci plutôt
une dimension pédagogique liée à des nouvelles formes d'agriculture urbaine avec l'implantation d'une serre aquaponique donc au groupe scolaire Brancion pour un montant de 35 000 €. On a déjà une serre aquaponique dans un autre quartier de l'arrondissement et donc ce porteur de projet a voulu poursuivre, je dirais, cette expérience-là, encore une fois dans une dimension assez pédagogique. On a ensuite une catégorie de projets qui concerne les espaces verts, qui sont toujours un grand domaine de dépôt de projets au budget participatif, avec un premier projet qui concerne l'installation de différents bacs, coffres à jouets dans les espaces pourvus de bacs à sable dans l'arrondissement. Alors, on a un certain nombre de bacs à sable qui vont fermer dans le 15e, mais ça, c'est à destination de ceux qui vont rester. La DEV a choisi d'en réduire un petit peu le nombre, mais pour ceux qui vont rester, c'est une association donc, qui se porte garante du maintien de ces bacs à sable. Pourquoi de ces coffres à jouets, pardon. Pourquoi ? En fait, c'est pour permettre notamment aux parents qui viennent jouer avec des enfants de ne pas avoir à venir systématiquement avec des jouets qui peuvent être difficiles à transporter, mais aussi d'éviter à ce que tout le monde ait à acheter des jouets qui servent parfois assez peu. Et donc cette association mettra à disposition, proposera de mettre à disposition ces jouets donc à destination des plus petits. On a deux autres projets. Un projet qui aurait pu être mis en jaune parce qu'on n'en a pas encore arrêté tant qu'il n'est pas voté quels espaces en bénéficieront, mais qui concerne l'installation de mobilier urbain dans les espaces verts. Donc ce sera essentiellement des bancs. Donc si le projet est retenu, il faudra définir quels sont les espaces les mieux à même d'accueillir ce genre d'installation en fonction des besoins. Et c'est à ce moment-là notamment qu'on pourra revenir vers le conseil de quartier, vers vous, pour comprendre s'il y a des besoins dans le quartier ou pas. Et un projet plus sectorisé cette fois-ci de valorisation de la place Saint-Charles avec un certain nombre d'installations de végétalisation pour un montant de 350 000 €. Toujours sur les espaces verts, on aura un grand projet de développement des équipements de plein air dans les différents parcs du 15e. Alors il y avait notamment des installations d'agrès proposées pour le parc André Citroën avec d'autres parcs du 15e. Donc toujours, ce sera quelque chose qu'on mettra à l'étude une fois que les projets auront été retenus s'ils le sont, mais pour des montants qui commencent à être assez conséquents avec une enveloppe de 600 000 €. D'autres projets comme la mise en accessibilité PMR du square Saint-Lambert, un projet de restauration d'une fontaine plutôt dans le secteur de l'île aux Cygnes cette fois-ci, ou encore l'aménagement d'espaces dédiés aux chiens dans l'arrondissement. Alors ici, il ne s'agit pas de créer d'autres caniparks, mais c'est juste aménager les espaces qui existent déjà. Donc ce sera notamment dans le quartier, dans le parc Georges Brassens. On a un projet assez sectorisé, c'est deux projets regroupés ici sur les enjeux propreté, donc pour 60 000 € qui vous sera soumis au vote, donc qui concerne l'installation de points de stockage des déchets alimentaires pour le secteur de Vaugirard et aussi des poubelles de biodéchets vers Ballard. Donc c'est un site qui n'est pas encore défini, qui sera à définir avec les services en fonction des espaces disponibles. Il ne faut pas que ça empiète sur les plantations d'arbres notamment. Et des projets également culturels avec un projet d'équipement en son et vidéo pour la bibliothèque André Chédid et également pour le conservatoire municipal du 15e, donc pour 120 000 €, et un autre projet d'équipement toujours en matériel, je dirais, numérique et l'aménagement d'un espace dédié à ces sujets numériques au CDL Brancion, donc au 100 boulevard Lefebvre. Et enfin, surtout, alors des projets sport qui là aussi, avec les projets espaces verts, sont toujours un petit peu la deuxième catégorie où il y a le plus de projets déposés, avec donc un très gros projet pour 1 million € qui concerne l'amélioration des cours de tennis de l'Atlantique, donc au niveau plutôt du quartier Montparnasse, et une aire de fitness extérieure pour enfants notamment au niveau du boulevard de Grenelle, avec également l'amélioration des installations qui sont au gymnase Rigoulot et Suzanne Langlaine. Alors Rigoulot, on a un sujet de mise aux normes des gradins, notamment pour accueillir les matchs de l'équipe de
de rugby. Donc il y a un besoin de continuer avec une nouvelle tranche de mise aux normes de ce gymnase-là qui a déjà bénéficié de budget participatif par le passé. Et puis à Suzanne Languilal, il y a aussi un sujet d'amélioration des équipements existants qui fait partie aussi de la politique, je dirais, de revalorisation de l'espace Suzanne Languilal, puisque, comme vous le savez, avec le maire, on vise également à récupérer toute une partie de l'ancien héliport. Un projet santé, donc, qui a aussi ici, un petit peu comme le projet aquaponique, une vertu, une dimension pédagogique, puisque l'objectif en fait, des porteurs de projets, c'était de construire des cuisines pédagogiques dédiées à l'apprentissage de meilleures pratiques de nutrition. Donc à la fois dans la maison Sport Santé et dans le CDL Falguière. Donc un petit projet, 35 000 €, mais qui a voilà, une portée pédagogique assez forte. Alors destination de tout public, mais notamment des publics plus jeunes pour imprégner, je dirais, ces bonnes pratiques alimentaires dès le plus jeune âge. Et puis le dernier projet qui sera soumis au vote, qui est un projet, pareil, qui concerne tout le 15e, qu'on aurait pu mettre en jaune ici, mais qui concerne le déploiement de l'éclairage intelligent. Alors c'est un dispositif qu'on a déjà testé et commencé à déployer dans l'arrondissement depuis un budget participatif de 2018 qui vise, vous savez, à installer une nouvelle génération de luminaires dont la lumière s'intensifie davantage quand il y a un passage dans la rue. Il y a trois vertus. C'est d'abord un enjeu de sécurité, puisque quand on passe dans la rue, eh bien, automatiquement l'éclairage s'intensifie. Il y a aussi une vertu, je dirais, liée aux nouveaux enjeux climatiques et de consommation d'énergie, puisque ça permet de mieux faire fluctuer la consommation énergétique. Et c'est notamment des installations en LED, donc qui est aussi une politique générale de remplacement des luminaires parisiens. Et puis, dernière dimension, il y a quand même aussi une dimension liée aux enjeux de biodiversité, puisque la pollution lumineuse est moindre, notamment déjà pour nous, mais aussi pour les insectes, qui font partie intégrante de la biodiversité en milieu urbain. Donc ça, c'était un rapide passage en revue de la vingtaine de projets qui seront soumis au vote, donc à partir du mois de septembre. Je vous remets les dates, c'est entre le 5 et le 24 septembre prochain. Donc encore une fois, comme je le disais au début, pour nous, c'est vraiment une capacité d'investissement importante. Donc c'est important pour nous que vous soyez mobilisés pour les projets qui vous portent à cœur. Donc on compte sur vous avec le maire pour que vous puissiez voter pour vos projets, je dirais, de cœur. Là, ce sont les projets du 15e arrondissement. Il y aura quelques projets aussi au niveau du tout Paris qui vous seront proposés, mais ils ne sont pas encore arrêtés par la ville. Mais de toute façon, on communiquera avec la mairie là-dessus, à la fois dans la newsletter. On a un certain nombre de flyers et de points mobiles et fixes dans l'arrondissement pour que vous puissiez voter. Et puis on aura l'occasion, j'imagine, au niveau du conseil des quartiers, de faire un peu de communication dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez la moindre question, je suis évidemment à votre disposition. Je vous remercie. Oui, une question. Je suis désolée de me répéter, mais je trouve que c'est suffisamment important pour le dire. Parce que là, dans votre projet, vous avez mis l'accessibilité du square, le Saint-Lambert. Et c'est choquant de le voir au même titre que la mise en place d'un coffre à jouets. Donc, je sais bien qu'on n'y est pour rien, mais il faut quand même le faire remarquer qu'on est terriblement en retard au point de vue accessibilité. Tout le monde est un petit peu responsable, que ce soit l'État qui fait des lois, là, en 11 février 2005, et qu'il ne fait rien, enfin disons pas assez. Après, il y a la maire de Paris qui pourrait aussi financer, aider. Enfin, il y a les présidents d'associations de commerçants aussi. Enfin, je veux dire, c'est un vaste sujet et on s'aperçoit que rien ne change. Que ce soit les commerces, je ne vais pas citer la boulangerie qui se trouve place Geneviève de Gaulle-Antonios. Je veux dire que là, elle vient d'ouvrir, elle a refait sa boutique et il n'y a absolument rien pour pas de plan incliné, alors qu'il y a la place pour mettre les tables, les chaises. Bon, ça c'est terriblement choquant de voir ça. Mais bientôt, on va voter pour l'ouverture d'un magasin. Est-ce qu'on accepte ou pas d'avoir un plan incliné, une accessibilité? Donc voilà, ça c'était une remarque, mais je sais bien que vous n'y êtes pour rien. La deuxième chose, c'était concernant lors de la commission ad hoc, il y avait un projet sur la placette qui se trouve derrière le tribunal d'instance, enfin l'ex-tribunal d'instance, et qui avait été en suspens. C'était le 1611, je crois,
qui devait être regroupé avec le 1613 qui concernait la place Cardinal-Hamette. Et ça dépendait de l'accord de l'école Cardinal-Hamette. Est-ce que vous l'avez eu, cet accord, ou pas? Est-ce que c'est un projet qui tombe complètement? Disons que c'était intéressant d'attirer l'attention sur la placette qui se trouve derrière, sachant que tout le monde attend évidemment qu'il se passe quelque chose au niveau de la rue Péclet, qui est barrée depuis plus de 2 ans, et où on aimerait bien qu'il se passe quelque chose là, genre mettre une ludomove pour les enfants ou quelque chose comme ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors j'avais 203 puisqu'on s'est vu il y a 2 jours et hier, et donc on se revoit ce soir avec les mêmes questions. Alors sur le premier point, je vais vous répondre la même chose qu'avant-hier et hier pour vous dire que évidemment je suis d'accord avec vous et que vous le savez, avec le maire, on est d'accord sur certaines dérives du budget participatif puisque évidemment on trouve ça dommage, et moi en premier chef, puisque j'ai en plus de ça interpellé une de nos collègues de la majorité en conseil d'arrondissement sur le fait qu'il, à mon sens, pas normal qu'on se serve du budget participatif pour choisir quelle école plutôt que telle autre doit faire l'objet de travaux de rénovation et de mise aux normes plan climat, de même qu'on se serve du budget participatif pour arbitrer quel gymnase plutôt que tel autre doit faire l'objet d'une remise aux normes. Ça devrait faire partie des dépenses, je dirais, courantes de la ville de Paris qu'entretenir ces équipements, d'autant plus quand ça concerne les écoles. Maintenant, voilà, c'est une opposition, on va dire, politique qu'on a avec le maire par rapport à la majorité à Paris. Est-ce que on s'est tombé d'accord d'ailleurs sur l'accessibilité PMR? Il vaut mieux, à défaut que ça se fasse avec le budget courant de la ville, que ça se fasse au moins par le budget participatif si c'est retenu par les habitants. Donc là-dessus, comme vous le savez, on est d'accord sur le fond et c'est la seule réponse que je peux vous apporter en l'état. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est pratiqué à Paris. On verra si ça change à l'avenir, mais on est d'accord sur le constat et c'est bien dommage. Sur le projet qui concerne donc la placette qui est derrière, évidemment par rapport à hier soir, ma réponse n'a pas changé non plus. On est à l'étude, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au 28 juin pour les derniers points qui étaient à clarifier. Donc ça fait partie des projets qui attendent encore un dernier arbitrage avec les services de la ville d'ici au 28 juin. C'est pour ça que pour l'instant, il n'est pas mentionné sur les diapositives. De toute façon, s'il est gardé et soumis au vote, vous serez informé puisqu'il y a un catalogue qui sera fourni avec le détail de chaque projet, le porteur de projet. Donc de toute façon, vous serez informé si c'est gardé. Pardon ? Là, je voulais garder la liste des essentiels qui seront gardés, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un projet qui se rajoute si ceux qui ont fait partie des 2 ou 3 projets qui sont encore mis à l'arbitrage final sont rajoutés d'ici là. Oui. En fait, vous avez répondu à ma question avant que je la pose, parce qu'effectivement, sur votre première planche, le premier projet que vous avez présenté, voilà le projet de développement d'espaces fraîcheur. Donc, c'est une mise en norme pour répondre à une exigence, en fait, et que c'est un peu surprenant que ça passe par le budget participatif. Et en fait, ma question, c'était de savoir, est-ce que c'est un complément de budget par rapport à une enveloppe initiale, ou c'est vraiment le budget? Donc c'est vraiment, si on vote pas, enfin si ce projet n'est pas retenu suite au vote, il n'y aura pas de mise aux normes des bâtiments, enfin c'est ça. Bah, évidemment, la ville, elle a un budget pour quelques écoles qui font l'objet d'une rénovation. Et c'est vrai, par exemple, pour les cours Oasis, par exemple. Quand il y a un projet déposé comme ça au budget participatif, c'est souvent qu'il y a une association de parents d'élèves qui s'est mobilisée et qui donc dépose ce projet. Alors, ça ne veut pas dire que si le projet n'est pas voté, il n'y aura aucune mise aux normes, plan climat, d'aucune école dans l'arrondissement, mais là, ce sera un budget supplémentaire qui sera fléché vers les écoles concernées une fois qu'il y aura le projet voté et l'arbitrage fait. Mais le budget courant, on va dire, est très largement insuffisant pour tout traiter. Et donc là, c'est des compléments budgétaires qui sont apportés par ce biais-là. Et du coup, pour compléter la question, finalement, pourquoi on a retenu, si le budget est vraiment, ce qui est avéré, donc n'est pas suffisant, pourquoi on s'arrête à 2 millions d'euros, en fait, pour ce projet? Parce qu'on est...
En fait, on est contraint, donc on a droit maximum à 7 200 000 euros à peu près, donc pour le 15e. Et évidemment, on va pas proposer un seul projet au vote qui ferait 7 200 000 euros. On est quand même obligé de panacher. Donc c'est pour ça que les services font des chiffrages. Ils nous disent, voilà, avec 2 millions d'euros, on pourrait faire tant d'écoles. Avec 4, on aurait pu en faire tant. Donc après, on a arbitré avec le maire. On a décidé, OK, d'allouer 2 millions cette fois-ci. Et puis après, ce qui n'empêche pas, comme ça se fait souvent, l'année prochaine, d'avoir d'autres parents d'élèves qui se mobilisent pour une autre école. Et ça peut être un nouveau projet sur le même thème qui sera soumis au vote à son tour. Et du coup, là, pour ce projet-là, combien d'écoles seront concernées à peu près dans le 15e? Alors, avec une enveloppe de 2 millions d'euros, c'est 3 écoles. Plutôt 2 que 3. Donc, il y a beaucoup à faire. Il faut d'autres budgets participatifs pour les prochaines années. Mais ça arrive souvent d'avoir des projets aussi qui se financent par tranche. Vous savez, la coulée verte, par exemple, dans l'arrondissement, on l'a financée par plusieurs tranches de plusieurs millions d'euros à chaque fois sur 3-4 années. Donc, il y a plusieurs projets qui se financent comme ça d'année en année. Merci. Simplement par curiosité, le premier choix, donc, quand les projets arrivent, ils arrivent à la mairie de Paris avec la mairie du 15e, et là, ça se fait d'un commun accord pour le choix des projets. Est-ce que cette réunion, on peut la voir sur le site? Est-ce que c'est vraiment comme une réunion de travail entre vous? Parce que là, à la mairie de Paris, il va y avoir bientôt les projets parisiens, et c'est une réunion publique. Donc, quand il y a eu le choix au début, est-ce que c'était une réunion publique ou c'était vraiment une réunion en huis clos, quoi, en fait? Non, la première réunion, elle est vraiment purement technique, elle n'est pas publique du tout, et même, elle se fait sans nous, sans les élus du 15e. C'est vraiment une réunion purement technique pour évincer les projets qui, par exemple, je le disais tout à l'heure, on a eu le cas, un projet qui concernait un espace qui n'appartenait pas à la ville. Bon, d'un point de vue purement légal, le projet est évincé d'office. Donc c'est ce genre de projets qui sont évacués dans un premier temps, donc sans impliquer les élus d'arrondissement, et qui du coup n'est pas une réunion publique du tout. Et pour les autres projets qui ont été refusés, est-ce qu'on peut savoir pourquoi ou pas? Alors, parce qu'on risque de les ville, reposer l'année suivante. Vous voyez, oui, si on normalement, sait pas les la raison. services doivent revenir vers les porteurs de projets quelques semaines après la décision, avec une explication détaillée. Ce n'est pas toujours le cas. S'il y en a parmi vous qui ont déposé des projets et vous n'avez pas une explication satisfaisante, vous pouvez m'écrire et on regardera ça avec les services. D'accord, mais on ne peut pas le voir sur le site, la raison. Normalement, si. Normalement, si. D'accord, tout le monde peut voir pourquoi ça a été refusé. Tout le monde peut voir pourquoi c'est refusé. Okay. D'accord, très bien, merci. C'est bon? Une question encore dans le public. Bonsoir, est-ce que dans les équipements sur les espaces verts, il est prévu des chalets à livres? Ce serait une demande vraiment, je crois, qui donnerait satisfaction à pas mal d'usagers. Alors, en l'état... Pardon, allez-y. Oui, je dis, il y en a par exemple au Square Violet, qui n'est pas un square immense, mais il n'y a rien au parc Citroën. Il y a eu, et ça marchait très très bien à l'époque où il y avait un camion-bar, si d'aucuns se souviennent. Rien n'a été prévu entre-temps pour le remplacer. Il y avait des étagères où les gens apportaient des bouquins, on emportait, etc. Et ça fonctionnait très très bien. Ça attirait pas mal d'usagers riverains. Alors, en l'état, ça ne fait pas partie des éléments qui ont été listés par le porteur de projet. En revanche, c'est pas arrêté à 100%. C'est-à-dire que s'il y a un besoin, par exemple, qui est identifié, si le projet est retenu, ça fait partie des choses que vous pourrez faire remonter
faites remonter par ma collègue Marion, et puis on pourra regarder, nous, avec la DEV, avec Fabien Berroir, qui était juste ici tout à l'heure, si c'est possible de l'ajouter dans cette enveloppe-là, puisqu'elle sera après transférée à la DEV du 15e, et on regardera avec la DEV ce qu'on peut faire dans cette enveloppe-là, dans quel parc, etc. Donc on peut tout à fait recueillir ce genre de besoins à ce moment-là. Oui, d'autant plus que c'est d'un coût vraiment très très minime à l'origine. Ça ne demande pas d'entretien, ou très peu. Voilà. Merci. Je vous en prie. Oui, et simplement, quand vous avez parlé d'une fontaine, est-ce qu'on peut élargir un peu l'enveloppe et mettre aussi des brumisateurs dans les squares, parce qu'on peut prévoir la canicule, ou est-ce que ça fait partie d'un autre budget complètement différent, pas du tout dans le budget participatif? Alors, là, en l'état, de toute façon, les enveloppes, elles ont été donc arrêtées, donc on peut plus les bouger, les enveloppes pour les projets gardés. En revanche, de toute façon, pour les brumisateurs, il y a déjà un certain nombre de budgets qui sont en train d'être mis en place. Alors, il y a des projets à la fois qui sont débloqués par des conseils de quartier individuellement. Il y a des projets qui vont basculer sur les enveloppes du plan climat de la ville. Faut savoir, en revanche, que ça coûte plus cher que ce qu'on croit, notamment en entretien. Mais voilà, il y a d'autres budgets qui existent. Rien n'empêche de proposer, si les travaux couvrent pas tous les espaces nécessaires, de le proposer au budget participatif l'année prochaine. Et je vois que vous tenez à chaque fois à finir pile à l'heure, parce qu'il est 21h pile, ce qui est l'heure à laquelle nous devons rendre le site. Donc je vous remercie encore à tous d'avoir participé et d'avoir été très actifs, parce que je pense qu'on avait pu couvrir en profondeur les différents sujets qui étaient à l'ordre du jour, qui avaient été choisis par le conseil de quartier. On vous donne tous, je pense, je m'exprime là au nom des conseillers de quartier, rendez-vous à la rentrée pour le prochain conseil de quartier. Les dates ne sont pas encore fixées, mais elles seront disponibles, je pense, en courant septembre sur le site de la mairie du 15e. Et dès que nous aurons l'ordre du jour, il sera également disponible sur le site de la mairie du 15e. Et en attendant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à contacter vos élus, notamment sur les questions des Jeux Olympiques. On a bien vu qu'il y avait certains sujets qui n'étaient pas encore tout à fait clairs ou tout à fait réglés. On fait du mieux que possible pour pouvoir obtenir les réponses et trouver des solutions quand il y a des problèmes qui sont rencontrés avec les différents services. En tout cas, sur ce, bonne soirée à tous et encore merci pour votre participation.